Nous sommes en compagnie de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Par rapport à ce que vient de dire Frédéric Sey sur cette affaire Benalla, votre point de vue, on ne vous a pas entendu, Madame la ministre. Écoutez, je n'ai pas ajouté à ce biais extrêmement étayé sur du point de vue juridique. Bon, tout acte violent, effectivement, est troublant. La vidéo, quand on a pu l'observer en boucle, m'a choqué. Mais il y a eu décision rapide du président et qui me paraît parfaitement appropriée. Est-ce que ça révèle quelque chose sur la nature de la Macronie, comme on a pu le lire, Françoise Nyssen? À partir de cet acte-là et de faire tout ce qui s'ensuit, je crois que c'est une façon de... Non, je ne pense pas que ce soit un révélateur. Je pense qu'il y a tellement d'autres choses. Et là, je suis là pour vous parler de la culture qui habite l'ensemble du gouvernement, et notamment le président, avec qui j'ai passé pas mal de temps ces derniers temps, pour les journées du patrimoine, pour des spectacles. Enfin, voilà, il y a des tas de choses qui sont autrement révélatrices de ce qu'est ce gouvernement. Mais justement, parce qu'on vous écoute depuis quelques minutes, Françoise Nyssen, vous êtes une femme de culture, et on se dit finalement, qu'est-ce que vous êtes venue faire dans cette galère? J'ai par exemple l'Express de ce jour, il y a donc Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, et les journalistes qui sont un peu malicieux ont titré d'une phrase sur l'immigration de Gérard Collomb, sur l'immigration, je le cite, « Sortons du politiquement correct ». Elle vous plaît cette phrase? Écoutez, Gérard Collomb est par définition un homme politique, une véritable bête politique. J'étais encore avec lui à Lyon pour cette extraordinaire biennale de la danse et ce défilé extraordinaire avec tous les quartiers et les petits, les grands, les vieux, les jeunes, les gens de toute origine qui dansent ensemble. Bon, voilà, c'est ça Lyon, c'est ça aussi... Vous voulez dire qu'il n'est pas aussi méchant qu'il n'en a l'air? Il n'est certainement pas méchant et il est certainement aussi habité par la culture. Vous parliez de qu'est-ce que j'étais venu faire dans cette galère en responsabilité. J'ai passé ma vie à m'engager, à accompagner la création, à accompagner les artistes, à défendre, à proposer une vie culturelle aussi. C'est ça que je suis venue faire en responsabilité. C'est un engagement. Je ne considère pas autrement ma vie qu'en responsabilité. Frédéric Sey. Justement, quand vous êtes apparu au gouvernement, les commentateurs ont parlé de la société civile à travers votre exemple, ce qui est une expression assez curieuse, voire agaçante, comme si les responsables politiques n'étaient pas issus de la société ou n'étaient pas des gens civils. Pourtant, vous avez maintenant 16 mois d'expérience à la tête de ce ministère. Avec le recul, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans la fonction politique, ce à quoi vous vous attendiez le moins finalement? Écoutez, je crois que c'est pas très intéressant de voir ce qui m'a surpris. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on peut faire quand on y est. Et c'est un lieu où on peut accompagner cette politique que je mène de façon déterminée pour faire en sorte que cette ségrégation culturelle qui existe, on puisse espérer que à la fin du quinquennat, les enfants ne disent plus « ça, c'est pas pour moi », que l'ensemble de la population se sente autorisée par les différents dispositifs qu'on met en place. Mais est-ce qu'il y a eu des obstacles auxquels vous ne vous attendiez pas? Mais la vie n'est jamais sans obstacles et la vie est faite pour avancer et justement les obstacles pour être dépassés. Toute ma vie, je n'ai fonctionné que comme ça. Mais je connais mon camarade Sey, je sais qu'il a des arrière-pensées. Alors parmi les obstacles que l'on peut penser avoir mis sur votre chemin, il y a par exemple cette interview, pas forcément gentille, d'une ancienne députée La République En Marche, Frédéric Dumas, dans Le Parisien. Alors on dit qu'elle briguait votre poste, il y a beaucoup de gens qui briguent votre poste, et puis alors elle dit, bon mais Françoise Nyssen ne peut pas défendre le patrimoine, puisque dans les travaux qu'elle a fait dans l'hôtel particulier que sa société occupait, devrais-je dire, puisque vous n'êtes plus à la tête de cette société, même si cette société poursuit l'occupation de ce bien, eh bien vous n'avez pas respecté un certain nombre de règles liées au code de la construction. Votre réponse à Frédéric Dumas et à ceux finalement qui tiennent ce discours, Madame la Ministre? Je crois que Frédéric Dumas exprime surtout, elle parle d'elle, hein, elle parle de sa frustration et
Est-ce qu'elle cherchait une reconnaissance, une gratitude individuelle? Moi, c'est pas ce que je cherche, ça ne m'intéresse pas. Donc je pense qu'elle parle plus d'elle-même que d'autre chose. Elle parle aussi du fond dans cette interview du Parisien. Vous savez que ça a été aussi la rapporteure des travaux parlementaires pour la future loi sur l'audiovisuel qui est en train d'être bouclée, qui sera présentée d'ici la fin de l'année sous votre autorité, évidemment. Et elle dit, cette loi, elle a été menée, je cite ces termes, évidemment, avec la mainmise de technocrates hors sol et cyniques. Et selon elle, cette réforme consiste à habiller des économies. C'est encore son expression. Question simple sur cette réforme. Comment pouvez-vous, ministre de l'Agriculture, évidemment, garantir, par exemple, la spécificité de toutes les chaînes du service public? Mais écoutez, sa déclaration est paradoxale. Elle a fait effectivement un travail, mais elle l'a fait de son côté. Il y a des parlementaires qui prennent leur dossier avec beaucoup de sérieux, de passion, de connaissance et qui travaillent ensemble. Je crois que le fait de travailler ensemble, c'est une force. Et cette transformation de l'audiovisuel pour aller... pour s'adapter aux enjeux du numérique, aller encore plus vers les publics, vers l'excellence, ce que nous partageons ici. Elle s'est faite effectivement pas de façon isolée et pas avec une idée budgétaire, mais une idée d'avancer ensemble. Et elle s'est faite précisément avec les gens qui le font, et notamment les responsables des différentes sociétés. Donc c'est typiquement là, on est sur deux façons de travailler. Ou on fait ensemble, ou on fait de son côté tout seul et on cherche de la reconnaissance. Mais alors je continue de vous embêter, Madame la Ministre, parce que donc, sur ces travaux, lorsque on dit voilà, vous défendez le patrimoine et vous n'avez pas respecté un certain nombre de règles, qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, je réponds à ce que j'ai répondu. Actes Sud s'est engagé au cas où il y a des mises en conformité qui s'avéreraient nécessaires, ils s'y conformeront, bien évidemment. Une question sur la redevance. Vous étiez, il y a quelques jours, dans l'ouest de la France. Vous avez lancé un débat sur la redevance au nom de l'équité, en fait, entre ceux qui regardent les programmes sur leur téléviseur, qui payent les 139 € annuels, et puis ceux qui regardent, par exemple, la télévision sur ordinateur ou sur tablette et qui ne payent pas, évidemment, cette redevance qui est liée à la possession d'un téléviseur. Alors, évidemment, ce n'est pas pour tout de suite, cette réforme, mais quelles sont les pistes sur la table qui vous sembleraient justifiées? Mais effectivement, vous évoquez la redevance télé qui était un élément d'une intervention qui était beaucoup plus générale et qui était sur la régulation et sur la protection du droit d'auteur. Qui n'est pas une question anodine. Et qui n'est pas une question anodine, mais vous savez que la redevance sera affectée effectivement par la suppression de la taxe d'habitation, puisqu'elle est aujourd'hui recouvrée en même temps que la taxe d'habitation. Et là, ce qui a été dit, c'est que le gouvernement réfléchit à la manière dont fonctionnera la redevance télé une fois la taxe d'habitation disparue. Mais vous, François de mais il n'y a Mizène, pas d'urgence. Mais pour l'instant, aucune décision n'a été prise, et ni sur le futur circuit de recouvrement de la taxe, ni sur l'évolution de ces règles. Et une chose que je peux affirmer et dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas de hausse de la redevance ni de recettes de la redevance. Je crois que c'est ça qu'il faut dire à nos auditeurs. Alors, parmi les mesures importantes que vous portez, Françoise Nyssen, il y a le fameux pass culture. Et alors, j'ai entre les mains justement ce pass culture qui se présente sous forme d'appli, parce que en fait c'est ça qui est l'une de ses particularités. C'est une application donc sur un téléphone portable, et c'est une application qui permet, je suis en train donc d'avoir entre les mains la version bêta comme on dit, donc c'est une version en développement qui permet en fait aux jeunes, et peut-être aussi d'ailleurs aux moins jeunes, de visualiser où il y a un certain nombre de spectacles, un certain nombre de créations culturelles, et donc d'avoir accès, ou plus facilement accès à cette culture. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu, Françoise Nyssen, comment ça va marcher? Bon, d'abord, le principe de la chose, c'est vraiment un outil de reconquête d'un public éloigné. On parlait de ségrégation culturelle. Vous me posiez la question de savoir comment on peut faire. Eh bien, clairement, le pass culture est un outil formidable pour permettre cet accès à la culture, puisque, comme vous l'avez dit, c'est un outil d'information. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une application mobile, géolocalisée, pour utiliser un terme courant, qui permettra à tout jeune qui s'en servira de savoir la multiplicité de l'offre à proximité de chez lui, et avec l'offre dans sa globalité et dans tous ces aspects. Et ça rejoint
toutes les lignes de force de la politique que je mène, notamment tout ce qui concerne la pratique artistique et culturelle. Un cours de hip-hop, un cours de théâtre, une rencontre avec un auteur dans un café, dans une librairie, une exposition commentée avec des artistes ou des médiateurs. Donc, pratique, accès, pratique. C'est vraiment les éléments phares de ce Pass Culture. Et alors, concrètement, c'est pour quand et c'est pour qui ? Alors, le Pass Culture, tel qu'il a été annoncé dans le programme du président, c'est à 18 ans, les jeunes recevront un Pass Culture qui correspondra à un montant de 500 €. Donc, vous voyez un peu la logique. À partir de quelle année ? Parce que Frédéric Seyss est proche des 18 ans, mais je crains que ça soit malgré tout raté pour lui. Raté mais pour nous, je crois. Donc ça sera pour quelle génération ? Alors, on a travaillé de façon tout à fait originale pour établir ça, parce que on avait vraiment le sentiment qu'on avait là la possibilité de déployer une politique d'accès totalement cohérente avec les grands objectifs que nous nous fixons par rapport à l'accès, à cette ségrégation culturelle. Donc, on a travaillé un peu avec les outils, les méthodes de notre époque. On a développé à travers ce qu'on appelle une start-up de l'État, parce que ça existe, et nous sommes un des premiers ministères, en tout cas c'est la première start-up que le ministère de la Culture développe. On l'a fait, on a développé cela en travaillant aussi dans des ateliers avec des jeunes et avec des publics concernés, avec ce qu'on peut appeler des offreurs, les acteurs culturels, pour le déployer. Pour avancer, on a décidé de faire des expérimentations. Donc on a eu une première phase, c'est fait quelques mois que le processus démarre. Est en cours. Donc on a fait une première phase de test technique, parce qu'il s'agissait que voilà, donc là je l'ai sous les yeux, elle fonctionne. Voilà, que les jeunes le prennent en main, qu'on voit comment elle fonctionne. Et on l'a fait, cela sur 5 territoires d'expérimentation, avec une population variée et avec des spécificités particulières. Par exemple, en Guyane, par exemple, dans l'Hérault, en Bas-Rhin, en Finistère, en Seine-Saint-Denis. Donc, avec des jeunes qui sont dans ces différents territoires, on a testé au niveau technique. Et maintenant, on va commencer une phase d'expérimentation en vraie grandeur à partir de l'automne, pour que 10 000 jeunes de l'ensemble de ces territoires puissent tester cette application que j'ai sous les yeux. Avec la possibilité de l'accès pour 500 € à toutes sortes de pratiques et de sorties culturelles. Alors, il y a des professionnels de la culture, mais pas que d'ailleurs, qui sont un peu sceptiques parce qu'ils disent, bon, mais il y a déjà beaucoup d'actions de gratuité vers les jeunes. Est-ce qu'il fallait vraiment une étape de plus ? Est-ce que, encore une fois, ça ne va pas profiter aux mêmes ? Puisque finalement, c'est ça, en fait, la critique des processus de démocratisation d'accès à la culture. Et la critique vient de l'interrogation, je dirais, d'une certaine façon, et l'interrogation permet d'y répondre. Et donc, je vous remercie de me poser toutes ces questions, parce que c'est important de dire exactement ce qu'il est. Ça n'existe pas, c'est complètement nouveau. Un outil qui dit tout ce qui se passe à proximité, mais pas uniquement dans « y a tel spectacle », non, tout ce qui peut se passer autour, c'est-à-dire un avant-spectacle avec les acteurs pour dire quel est l'engagement pourquoi ce spectacle, c'est-à-dire une exposition. Oui, certes, mais on peut, grâce à ce Pass Culture, organiser la visite ensemble. Parce que une chose, moi, qui m'a vraiment touchée et qui m'a vraiment touchée, oui, c'est que les jeunes, chaque fois qu'on se retrouve avec eux, disent ce qui est extraordinaire. Ils le disent, hein, donc je les cite. C'est incroyable parce que ça nous dit, ça nous permet d'avoir accès à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, et ça nous permet de faire des choses ensemble. Mais alors, là aussi, on a entendu des critiques dans le domaine de la culture. Par exemple, Robin Renucci a fait paraître une tribune où il explique qu'il y a aujourd'hui une politique culturelle qui est plutôt marquée par le retrait de sa présence
sur les territoires. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont signé cette tribune? Je crois que vous avez vu Robin Renucci récemment. Écoutez, ce sont des acteurs de la culture que je rencontre de façon permanente et qui font exactement ce qu'on a proposé dans le plan Culture près de chez vous. Le Pass Culture est une politique qui répond complètement à ce qu'ils souhaitent faire. Il suffit juste qu'ils s'informent, je dirais, correctement sur ce que représente ce Pass Culture, qui est une chance pour eux aussi, parce que ça va être une façon de montrer ce qu'ils font. Le ministère de la Culture, c'est aussi le ministère qui rend hommage aux artistes. Il y a eu 3 disparitions, Paul Virilio, le philosophe, Jean-Pierre l'acteur et Marceline Loridan-Ivens. Et justement, Madame la Ministre, nous sommes en ligne avec la journaliste Judith Pérignon. Bonjour Judith Pérignon. Bonjour. Vous avez écrit plusieurs récits et travaillé avec Marceline Loridan-Ivens, notamment pour « Et tu n'es pas revenu » et puis son dernier livre qui a connu un grand succès, « L'amour après ». Quel genre de personne était Marceline Loridan-Ivens ? Marceline, elle était d'aucun genre, elle était vraiment unique. Je crois que je ne rencontrerai pas quelqu'un comme elle dans ma vie, on ne rencontre qu'une fois. Moi, je l'ai connue assez tardivement, puisqu'on s'est connus il y a 5 ans pour écrire ces 2 livres. Et donc, elle avait déjà 85 ans, mais c'était pas du tout une femme de 85 ans comme on les imagine. Elle pétait le feu, elle peut être excessive, drôle, en colère, habitée par effectivement son passé, mais habitée par ce qu'elle entendait du présent. Donc, elle était vibrante. Marceline était vibrante. Est-ce que l'on peut aujourd'hui essayer de voir dans quelle mesure son art a été marqué par l'expérience concentrationnaire, dans quelle mesure il est possible de vivre après, Judith Pérignon, vous qui avez bien connu Marceline Loridan-Ivens? Ça était toute la question de Marceline, de comment vivre après. Comme beaucoup, elle s'est posé la question de mourir. Jeune fille, 1947-48, elle a tenté de se suicider. Elle a choisi de vivre et en même temps, elle a repoussé tous ses souvenirs. Elle les a vraiment repoussés. Elle a embrassé toutes les causes de sa génération. Elle s'est investie dans la décolonisation. Après, elle a rencontré Joris Ivens. Ils sont partis au Vietnam, ils sont partis en Chine. Et donc, elle voulait côtoyer l'histoire. Elle en était elle-même l'incarnation, mais en diluant sa propre histoire dans la grande histoire. Et puis c'est qu'après, en fait, c'est assez tardivement, même après la mort de Joris, dans la dernière tranche de sa vie, qu'elle s'est retournée sur son histoire, sur le passé, et qu'elle a fait un film, puis un premier livre, puis les livres ensemble. Mais elle voulait être sûre que cette histoire-là n'allait pas l'engloutir. Donc c'est vraiment dans la dernière tranche de sa vie que sa déportation et le détail de ce qui lui est arrivé, elle en a fait quelque chose qu'elle a voulu transmettre. Et même quand on travaillait ensemble, les souvenirs, même au dernier moment des dernières versions du texte, souvent des souvenirs enfouis tellement profondément, des souvenirs d'une rare violence terrible, lui revenaient. Elle les avait vraiment enfouis profondément. Françoise Nyssen, une réaction à la disparition de Marceline Loridan-Ivens. Cette image que je garde d'elle, droite, émue et digne, à l'accompagnement de son amie au Panthéon. Mais j'ai repris cette phrase dans l'ouverture de La vie d'après, qui est de Carl Jung. La vie mal vécue est une maladie dont on peut mourir. Je crois que malgré l'atrocité qu'elle a connue, elle a vécu sa vie à fond, jusqu'à la dernière minute, et c'est extraordinaire. Judith Pérignon, elle insistait beaucoup sur la liberté. C'est évidemment un atroce paradoxe, mais que lui a permis, après la libération, cette expérience concentrationnaire, le fait qu'elle vivait de manière absolue et sans barrière, et c'était véritablement le cas. Oui, elle a voulu, mais il lui a fallu du temps. Et ce dernier livre qu'on a fait ensemble, elle abordait une question qui avait jamais été vraiment abordée, c'est la question du corps, du plaisir, du désir, de la volupté. Moi, j'ai vraiment compris en travaillant avec elle comment tout s'était congelé là-bas et comment le regard, une jeune fille de 15 ans qui se dénude devant un homme pour la première fois, c'est un nazi armé, c'est Mengele, ça condamne tout son rapport au plaisir et à la vie d'après. Et donc, elle a travaillé là-dessus magnifiquement, elle a fait des rencontres très belles. Et effectivement, par l'amour, par les rencontres,
Et par la liberté, elle a reconstruit quelque chose qui est assez rare et qui est même... C'est une femme très très affranchie de tous les codes sociaux. Elle n'était d'aucun genre, elle n'était d'aucun code social. Elle a tout envoyé promener. Et jusqu'au bout, c'était... voilà, elle n'avait pas d'âge, Marceline. Elle nous donnait tous un coup de vieux, quoi, tellement elle était libre. Merci Judith Pérignon. Je rappelle que vous avez travaillé à ses côtés dans 2 récits qui sont aujourd'hui proposés. Et tu n'es pas revenu, c'était en 2015. L'amour après, c'était en 2018. Je crois que j'ai jamais quitté Birkenau. Et tous les gens qui ont vécu ce que j'ai vécu ont toujours un camp dans la tête. L'horreur a été tellement insupportable, l'humiliation aussi, ça a déterminé toute ma vie, ça a sûrement déterminé mon rapport aussi avec les hommes, avec la sexualité, bien que ce soit complètement, qu'il faut pas croire, pour les Allemands c'était interdit de coucher avec une juive, hein. Donc il faut pas penser que c'est dans ce sens, mais je pense que ce rapport à la nudité, ce rapport à l'intime qui a été tellement violé, c'est inoubliable. Ça m'a pénétré profondément. Et puis ça m'a... Ce qui est étrange quand même, c'est que il ait fallu tant de temps. Je suis étonnée de moi d'avoir pu quand même faire ce que je voulais dans la vie. J'ai toujours fait ce que je voulais. Et je continue d'ailleurs. La voix de Marceline Loridan-Ivens, disparue hier.